Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'inclusion des personnes LGBTQIA+, dans le milieu professionnel, réalisée par CLIC, Centre de formation et d'accompagnement autour de la diversité sexuelle et de genre, à la demande du Fonds pour la formation de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et ouvrières, qui organise, entre autres, des formations gratuites à propos de la diversité. Commençons par quelques chiffres. Entre 60 et 80% des Belges ont des pensées suicidaires. Entre 20 et 40% passent à l'acte et font une tentative. Par ailleurs, plus de 90% subissent des violences verbales ou psychologiques, et plus de 60% subissent des violences sexuelles. Que pensez-vous de ces chiffres? Ils vous paraissent élevés? Vous vous demandez peut-être s'ils sont exacts. Vous avez raison, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité générale, car ils ne concernent pas l'ensemble de la population, mais seulement la population LGBTQIA+. Si nous comparons ces chiffres avec ceux de la population générale en Belgique, nous pouvons constater que la situation des personnes LGBTQIA+ est encore difficile. Si environ 14% des Belges ont des pensées suicidaires, ce chiffre monte à 60% chez les personnes lesbiennes, gays, bi, à 82% chez les personnes trans et à 81% chez les personnes intersexuées. Les chiffres des tentatives de suicide suivent la même répartition. D'autres études montrent que les personnes LGBTQIA+, sont 2 à 3 fois plus susceptibles de développer des problèmes psychologiques et que leur satisfaction à l'égard de la vie est plus faible que chez les personnes de la population générale. Comment cela est-il possible alors que notre pays avance dans l'égalité des droits des personnes LGBT et transgenres dans de nombreux domaines? Parce que socialement, nous pouvons encore améliorer les choses. On observe encore beaucoup de remarques et de comportements problématiques à l'égard des personnes LGBTQIA+. En effet, la situation n'est pas liée à ces personnes, mais à la manière dont elles sont considérées dans notre société. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire la différence. Nous passons tous et toutes beaucoup de temps de notre vie au travail. Il est donc important que chacun et chacune puisse y bénéficier d'un environnement favorable, dans lequel il et elle puissent se sentir en confiance d'être qui il ou elle est. Nous allons donc parler de comment proposer un environnement de travail favorable pour les personnes LGBTQIA+. À la création de cette vidéo se trouve Prism, la coupole wallonne LGBTQIA+, Savaria, la coupole flamande LGBTQIA+, et CLIC, le centre de formation de Savaria, en collaboration avec Prism, et qui propose des séances d'information et de sensibilisation en entreprise dans divers secteurs. Je vous propose de fermer les yeux quelques instants et d'imaginer une maison. Je vous laisse quelques secondes pour en visualiser les détails. À présent, ouvrez les yeux et comparez les maisons à laquelle vous avez pensé avec celle-ci. Comment se fait-il que souvent, la maison que vous avez imaginée ressemble à celle que je vous montre? À cause du fonctionnement du cerveau, il fonctionne par stéréotype. Nous savons que dans la réalité, les maisons sont plus diversifiées, mais nous en avons extrait des caractéristiques qui reviennent souvent, qui nous permettent d'identifier rapidement une maison. C'est très utile pour appréhender notre environnement et interagir avec lui. C'est pratique pour communiquer, mais cette vision est simplifiée et ne correspond pas à la réalité. Reprenons notre exemple des maisons pour comprendre les limites de ce fonctionnement. Voici une variété de lieux où habiter. Est-ce que ce sont des maisons? Pour répondre à cette question, vous allez faire appel à la norme. Certaines de ces habitations ne seront pas considérées comme maisons, parce qu'il existe des critères légaux. La loi est une forme de norme. Mais toutes les normes ne sont pas écrites et légalisées. Beaucoup sont tacites et construites socialement, parce que nous vivons en groupe. La norme permet une compréhension collective, des points de repère communs, et donc de fonctionner en groupe, en société. Mais l'inconvénient est qu'elle peut encourager la discrimination de ce qui s'en écarte, et simplifier la réalité au point d'en faire disparaître la diversité. Que va-t-on penser, par exemple, des gens qui vivent dans une caravane plutôt qu'une maison? Dans la thématique du genre, des normes existent aussi. Par exemple, on va penser qu'il n'y a que les hommes et les femmes.
Nous serons là dans une norme binaire. Les hommes et les femmes diffèrent fondamentalement les uns les unes des autres en termes de ce qu'ils ou elles aiment et de ce qu'ils et elles sont capables de faire. On est là dans une norme genrée. Les hommes et les femmes sont complémentaires et ont donc besoin l'un de l'autre dans les relations amoureuses. On est là dans une norme hétérosexuelle. Un autre exemple, en fonction de son sexe de naissance. Beaucoup de choses sont déjà imaginées pour l'enfant. Les vêtements qu'il portera, les activités qu'on l'autorisera à faire, les études qu'il suivra, des traits de personnalité. Et quand en plus de la hiérarchie est ajoutée, les normes deviennent jugeantes, en plus d'être excluantes. Par exemple, on pourrait considérer que l'hétérosexualité est la meilleure forme de relation. Mais accepter qu'il existe d'autres possibilités de relations, sans les hiérarchiser, ou en imposer une comme la norme, permet à chacun et chacune d'être dans la relation qui lui convient. Le problème pour celles et ceux qui ne sont pas dans la norme, ça va être le manque de repères, de représentation, les questionnements liés au fait de se sentir différente ou différent, se sentir incompris, incomprise, l'impression de ne pas avoir le droit de faire certaines choses, de ne pas avoir le droit de prendre sa place. Et cela va mener à un manque de confiance en soi, le fait de moins se réaliser personnellement et professionnellement, de vouloir faire plaisir sans s'écouter, le fait d'en faire plus parfois, pour prouver qu'on en vaut quand même la peine, et comme nous l'avons vu au début de la vidéo, à subir plus de violence. Mais précisons ce que nous entendons par la diversité des genres et des attirances pour mieux comprendre les personnes qui composent la communauté LGBTQIA+. Pour parler de ces diversités, il est important de comprendre 4 concepts. Commençons par le sexe biologique. Il s'agit de l'ensemble des caractéristiques physiques et physiologiques. 5 éléments différents le composent. Les organes sexuels externes, ou aussi appelés organes génitaux. Les gonades, les testicules ou les ovaires. Les hormones, que l'on retrouve en proportions différentes dans le sang. Les chromosomes. Et les caractéristiques sexuées secondaires, comme le développement de la poitrine ou la pilosité par exemple. Contrairement à la pensée courante, tout le monde ne naît pas avec toutes ces caractéristiques alignées complètement mâles ou complètement femelles. Il existe des personnes dont les caractéristiques présentent des variations. Il s'agit des cas d'intersexuation. Les Nations Unies donnent le chiffre de 1,7% de la population mondiale qui naît avec des variations de leurs caractéristiques sexuées. Deux exemples, Anna Gabi Odiele, mannequin, ou Caster Semenya, qui était disqualifiée pour dopage parce que ses taux de testostérone étaient trop élevés. Elle a mené un combat juridique pour prouver que c'était ses taux habituels. Elle a gagné et a finalement été réhabilitée. Continuons avec le deuxième concept, l'identité de genre. Il s'agit de la perception qu'une personne a de son propre genre. C'est une expérience personnelle et subjective, qui peut être influencée par divers facteurs, tels que la culture, l'éducation et les expériences personnelles. L'identité de genre peut correspondre ou non à celle assignée à la naissance, celle que l'on reçoit en naissant. On parlera de personnes cisgenres si par exemple elle a été assignée femme à la naissance et que cela lui convient, ou transgenre si elle a été assignée comme homme à la naissance et qu'elle se sent d'un autre genre. Mais quels sont ces autres genres ? Ils sont repris par le terme qu'on dit parapluie, le terme trans. On y retrouve les hommes trans et les femmes trans. Ces personnes qui souhaitent être reconnues dans un genre plus conventionnel, comme par exemple Petra de Sutter, vice-première ministre en Belgique, ou Océan, comédien réalisateur français. Mais il y a aussi d'autres genres, en dehors de la binarité. On parlera de genre non-binaire, genderqueer, comme par exemple Anuna de Wever, activiste pour le climat, ou Sam Smith, artiste. Et encore bien d'autres, en fonction du ressenti de la personne. Ensuite, le troisième concept, l'expression de genre.
C'est une façon d'exprimer et de communiquer son genre aux autres par son apparence, son comportement et d'autres caractéristiques. Souvent, l'expression de genre correspond à l'identité de genre, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir aussi que l'expression de genre est temporelle. Que dirait-on d'un homme qui porte perruque, chaussures à talons, des longs cheveux bouclés, des vêtements amples avec fourrure et dentelle et qui met du parfum ? Dans les siècles passés, c'était la norme dans l'aristocratie et dans les cours royales. De la même manière, l'expression de genre est culturelle, liée à un endroit dans le monde. Pour un homme, porter une jupe est courant en Écosse, et porter une robe, dans certains pays d'Afrique, est considéré comme normal. Et enfin, le quatrième concept concerne les attirances. L'attirance ou orientation sexuelle concerne le désir physique, l'attirance érotique qu'une personne éprouve envers des personnes du même genre, homosexuels, gays, lesbiennes, d'un autre genre, hétérosexuel ou hétéro, de plusieurs genres, bisexuels ou pansexuels, ou encore d'aucun genre, asexuel. L'orientation sexuelle peut être différente de l'orientation romantique, l'une ne déterminant pas obligatoirement l'autre. L'attirance romantique, elle, concerne les sentiments romantiques et amoureux qu'une personne éprouve envers une ou d'autres personnes. Ici aussi, il y a plusieurs termes qui existent. Une personne peut être homoromantique si elle éprouve de l'attirance romantique ou amoureuse pour des personnes du même genre qu'elle, hétéroromantique si c'est pour des personnes d'un autre genre, biromantique ou panromantique pour des personnes de plusieurs genres, ou aromantique pour aucun genre. Retenons que ces quatre concepts sont distincts et n'ont pas d'influence les uns sur les autres. Par exemple, une personne née femelle pourra s'identifier comme homme, avoir une expression de genre androgyne et être asexuelle. Ces quatre concepts permettent aussi de mieux comprendre l'acronyme LGBTQIA+. L, lesbienne, gay, bi, LGB et A, aromantique, asexuel, concernent les attirances. T pour trans ou transgenre, l'identité de genre. Q pour queer, une insulte en anglais qui a été réappropriée pour revendiquer la diversité et la différence concernant les genres et les attirances. I pour les personnes intersexuées, en lien avec le sexe biologique. Et le plus pour toutes celles et ceux qui sont issus de la diversité mais ne se reconnaissent pas dans les lettres déjà existantes. Dans le plus, il y a aussi des personnes en questionnement. Cela peut en effet prendre un peu de temps pour trouver les mots qui correspondent à ce que l'on ressent. Pour comprendre un mot nouveau, il est intéressant d'essayer d'identifier à laquelle des quatre catégories il correspond. Est-ce que c'est l'identité de genre, de l'expression de genre, du sexe biologique ou des attirances ? Et au travail. L'une des premières choses à propos du genre et des attirances au travail est le fait de révéler, ou non, son appartenance à la diversité à ses collègues. On parle d'être ou de rester dans le placard pour les personnes qui préfèrent ne pas le révéler, ce qui signifie cacher une partie de son identité. Au contraire, être out signifie avoir fait son coming out, avoir révélé son genre ou son attirance. Le faire ou ne pas le faire est une question que se pose toute personne qui sort de la norme hétéro-cisgenre. Il est à noter qu'il y a rarement un seul coming out. Il se fait en plusieurs fois en général et peut s'étaler tout au long d'une vie. À chaque changement de lieu de vie, par exemple, d'emploi, à la rencontre de nouvelles personnes. Des questions se posent. Dois-je le dire ou pas ? Est-ce que cela aura un impact sur la façon dont les gens perçoivent ? Si une autre personne l'apprend et le dit, que se passera-t-il ? Et si certains ou certaines ne veulent plus travailler avec moi après avoir fait mon coming out. Voici quelques témoignages sur le fait d'être out ou non dans le milieu du travail. Ah oui, je suis out au boulot. Je pense qu'on travaille mieux si on est soi-même. Dans mon boulot précédent, oui, j'étais out au travail. Et maintenant, dans l'éducation nationale, non, je ne le suis plus.
j'ai effectivement caché mon homosexualité pendant plusieurs années au sein de mon travail. Je savais que si je l'abordais à cœur ouvert, les relations qu'on avait au titre professionnel ou autre auraient été totalement différentes. Ça m'a coûté vraiment énormément, mais je préférais ça et puis ça me permettait de me dire voilà, je travaille 8 heures, voire 9 heures dans mon boulot, j'étais un peu dans ma planète et dès que je sortais, j'étais dans une autre planète qui était ma famille, mes amis, mes proches. C'était pas avec plaisir, mais je l'ai fait pour avoir une certaine forme d'équilibre qui était loin d'être parfait. C'est sûr que ça a un impact sur la productivité de l'entreprise, ça j'en suis intimement convaincu. Auparavant, j'étais dans la vente, donc je travaillais avec des gens de mon âge et qui sont devenus forcément mes amis. Donc on était tout le temps ensemble et on parlait de tout, on partageait tout, donc à ce moment-là, ça ne me dérangeait pas. Maintenant que je suis dans l'éducation nationale, c'est un peu plus compliqué, je me vois mal afficher mes relations, que ce soit avec des hommes ou des femmes, avec des gens du boulot, quoi. Parce que c'est pas mes amis, c'est vraiment, ça reste professionnel. Dans les précédents travails, j'ai pas spécialement tout le temps été out, mais là depuis 4 ans, je suis out et je le vis très bien. Chaque personne a vécu une histoire et un parcours différent, donc c'est plus ou moins facile à assumer, on va dire, mais c'est vrai que ouais, c'est autant éviter au maximum de cacher qui on est vraiment. Je suis out parce que à 48 ans, je pense que ça paraît évident d'assumer ce qu'on est. Mais ça n'a pas toujours été facile, évidemment. Quand j'ai démarré dans mon activité, c'était évidemment caché, mais plus parce que je n'assumais pas moi-même. Je pense que le regard des autres dans mon entreprise était plutôt bienveillant et je pense que tout le monde attendait simplement que je leur dise. Moi, je suis totalement out. Quand on parle avec des collègues, parfois, forcément, on fait un peu connaissance, on parle de sa vie amoureuse, ce genre de choses. Moi, je vis avec ma compagne, je pourrais pas dire je vis en colocation. Je préfère dire je vis avec ma compagne et je sais qu'il y a certaines personnes qui le cachent. Devoir tout le temps surveiller ce qu'on dit au travail, ça peut être vite embêtant, on a autre chose à faire au travail. Dans certaines sphères professionnelles, les gens sont moins ouverts d'esprit et que je comprends tout à fait que certaines personnes dans ces sphères-là ne veulent pas être out au travail. Je viens de trouver un nouveau job. Et hier, mes collègues discutaient en fait de leur relation avec leur mari, etc. Et je dis tout le monde est marié ici. On m'a demandé du coup, est-ce que toi t'as une femme? Et j'ai dit non, je suis gay. Et ils m'ont dit du coup, est-ce que t'as un copain du coup? J'ai dit non, j'ai pas de copain. Mais je le dis en fait, je vais pas venir le dire directement, salut, je suis gay. Mais par contre, si on me pose la question, je vais pas faire genre, je le suis pas. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression en fait de me débarrasser d'un poids, quoi. Comme le montrent certains témoignages, c'est un exercice d'équilibre et de compromis. Chaque situation doit être réévaluée. Dans quelle mesure est-ce sûr? Est-ce important d'être accepté ici? À quelle fréquence vais-je voir ces personnes? Quelle importance est-ce que je donne à l'opinion de ces personnes? Il existe plusieurs façons de répondre à toutes ces questions. Soit en restant dans le placard et adopter des comportements d'évitement pour limiter la visibilité. Et donc éviter les situations ou des conversations. Rester vague ou superficiel, mentir même parfois sur certains sujets, rester à l'écart des espaces communs, les fêtes communes, les cafétérias, les restaurants, s'isoler. Ou bien faire son coming out et risquer de subir des discriminations, des blagues ou des commentaires. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver entre les deux. Il demandera en tout cas beaucoup d'énergie. Ce qu'en disent les études. Le point le plus important à retenir, près de 70% des personnes LGBTQIA+ en Belgique cachent leur identité à tout ou certains de leurs collègues. Et près de la moitié gardent leur identité secrète auprès de leurs responsables. Les formes de discrimination les plus courantes dont sont victimes les personnes trans belges au travail sont la curiosité inappropriée, le fait de ne pas être abordé par le prénom et ou les pronoms choisis, et les critiques sur l'apparence, le comportement ou les idées. Lorsque les personnes LGBTQIA+ vivent dans un environnement de travail négatif, ou ressentent le besoin de cacher leur identité, on constate une influence négative sur leur productivité, leur interaction avec leurs collègues et leur satisfaction globale au travail.
Et donc un environnement de travail inclusif va au contraire permettre aux personnes LGBTQIA+, de se sentir mieux, de développer leur potentiel. L'entreprise, en conséquence, attirera de nouveaux talents et aura une image de marque plus positive. L'ambiance de travail sera meilleure pour tous et toute l'entreprise en bénéficiera. Être un allié ou une alliée signifie que même en ne faisant pas partie de la communauté LGBTQIA+, on favorise une ambiance de travail inclusive. Qu'on est vigilante aux discriminations, qu'on est là les uns les unes pour les autres. Que vous ayez ou non des collègues ouvertement LGBTQIA+, il s'agit d'installer une culture de travail dans laquelle chacun, chacune peut être lui-même ou elle-même. Comment y parvenir ? Il y a une différence entre l'acceptation puis l'accueil. C'est quoi? Accepter, dans le fond, c'est « OK, j'ai pris une décision de dire t'es pas pareil, mais ça va être correct ». C'est pas ça qu'on veut. On veut de l'ouverture, on veut de l'accueil. Donc, tu sais, moi, quand je présente ma femme, mon fils, je sais jamais la façon que la personne devant moi va réagir. Des fois, ça passe sans souci, mais des fois, j'ai besoin de justifier. Tu sais, des questions qu'on pose pas, comme vous dites, à une famille qui rentre dans hétéronormative, dans le moule. Donc, oui, des fois, j'ai des questions aussi intrusives ou... Comme? Exemple, où t'as pris ton fils, tu sais, ou est-ce que t'es la mère porteuse, ou... tu sais, des questions qui ont non-sens. Moi, ma femme, on a eu un enfant, il est là, puis c'est tout. C'est notre garçon, on est ses 2 parents, puis tu sais... Tu sais, des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte, puis ils le font comme ça, mais non. Mais on le fait pas envers une famille hétéro? Non, pas du tout. Fait que pourquoi? Fait que c'est ça. Notre travail sert à démystifier tout ça, puis à continuer à faire de la sensibilisation, en fait. Tout passe par là. Dans le malaise de certains, parfois, on le passe par l'humour. Il y a parfois des blagues qu'on pense drôles, qu'on pense bien accueillies, ne le seront pas nécessairement. Ça, c'est non. Dans le sens où tu sais, il y a une différence entre être maladroit puis une différence entre penser que ta blague, justement, est drôle puis elle l'est pas pantoute. Puis plus on va faire de l'éducation puis de la sensibilisation, plus les gens vont se rendre compte que, fais-les pas, ta blague. Ou tu sais, passe à un autre appel, tu sais. Parce que ça devient lourd. C'est ça qui devient lourd, c'est la répétition de ces espèces de blagues-là qui ont comme pas de sens. Moi aussi, je m'en suis fait faire plein des blagues, mais à un moment donné, c'est comme... Non, je suis tannée. C'est comme l'accumulation de ces micro-agressions-là qui deviennent trop. Si moi, j'en suis témoin, mais je ne suis pas impliqué, il y a une discussion, mais il faut même aller jusque-là? Oh oui. D'intervenir, dire, regarde. Clairement. Parce que moi, je pense que une des meilleures solutions pour justement diminuer cette violence-là ou cette discrimination-là, c'est les alliés. Pour moi, les gens qui s'allient à la cause, qui en parlent, qui démystifient, qui arrêtent, qui sont conscients ou qui voient un acte de violence puis qui décident d'intervenir. Pour moi, ça, c'est chapeau, parce que c'est comme ça qu'on va bâtir un monde plus inclusif tous ensemble. Puis de comprendre la différence entre la tolérance et l'accueil. Exactement, ça. On est ailleurs, là. Quand on comprend ce bout-là, après, ça aide beaucoup. Fait que peut-être que les gens peuvent se poser la question, est-ce que je suis dans l'acceptation, la tolérance, ou je suis dans l'accueil? Puis, parce que des fois, on pense qu'on est ouvert, que ça va bien, qu'il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Il faut aller réfléchir un peu plus loin, là. Julie, merci beaucoup. Merci à vous de prendre le temps. Comme on le voit dans la vidéo, la valeur de base est tout simplement le respect. Comment être respectueux et respectueuse? En écoutant les autres, en tenant compte de leurs sentiments, en valorisant leur opinion, en les impliquant en tant que personnes égales. Laissons de la place aux différences, et pas seulement issues de la diversité de genre et des attirances, mais c'est aussi valable pour d'autres discriminations comme le handicap, la grossophobie, etc. La règle d'or, basez-vous sur les demandes des personnes concernées, plutôt que sur des généralités ou des stéréotypes comme on l'a vu en début de vidéo. Certaines choses peuvent blesser, même involontairement. Par exemple, le non-respect de l'identité, le fait de s'adresser à quelqu'un avec les mauvais pronoms, d'utiliser l'ancien prénom, ou partager des anciennes photos d'une personne trans. Une personne va vouloir utiliser le pronom elle, il ou elle, un pronom neutre. De la même manière, le monsieur ou madame peut être employé à tort pour certaines personnes.
Dans « Bonjour monsieur » ou « Merci madame », le plus important n'est-il pas le bonjour et le merci? Le sentiment de ne pas être prise pour l'égal de l'autre. Traiter quelqu'un différemment. Insister sur ce qui rend cette personne différente. Par des questions, des blagues, des remarques indésirables. Le non-respect de la vie privée, des questions sur le corps ou les opérations d'une personne, les questions sur la vie sexuelle de quelqu'un. Pour éviter ces dommages, souvent involontaires, le plus simple, c'est de poser la question. Encore une fois, prenez l'avis des personnes concernées. Et en cas d'erreur, si vous vous trompez, pas besoin de s'excuser 1000 fois. Et surtout ne pas nier avoir fait l'erreur. Le plus important, c'est de respecter l'autre. Corrigez-vous et passez à autre chose. Et si quelqu'un d'autre se trompe, corrigez rapidement et passez à autre chose de la même manière. N'ayez pas une attitude de jugement et éventuellement, allez voir après si la personne concernée se sent bien. En ne réagissant pas, on est complice. On donne l'impression de valider le comportement ou le commentaire problématique. Une autre manière pour être un allié ou une alliée, c'est d'utiliser un langage inclusif. Utilisez des mots neutres quand c'est possible, quand on parle collectivement. Par exemple, utilisez le terme partenaire plutôt que mari ou épouse. Doublez les termes masculins et féminins. Par exemple, nous avons des nouveaux venus et des nouvelles venues dans l'équipe. Pensez à la diversité de vos propos. Par exemple, est-ce que mes propos tiennent compte des différentes situations potentielles de chacun et chacune quand je m'adresse à un groupe? Est-ce que mes propos ne sont pas stéréotypés quand je parle à une personne? Il est aussi possible de s'informer ou de se former, même si on n'appartient pas à la communauté LGBTQIA+. Contactez par exemple Opfosan pour des formations sur l'inclusion et sur la diversité. Cela peut sembler parfois difficile de changer ses habitudes, mais cela changera vraiment la vie de certaines personnes. Quelques ressources. Le glossaire de la Rainbow House qui est située à Bruxelles. Un article sur pourquoi partager vos pronoms dans une signature de mail que l'on peut retrouver sur le site de la Fédération Prism. Le site pratique qui explique toute une série de concepts et donne des conseils pour accompagner les personnes trans et queer. S'il fallait résumer ce que nous avons entendu dans cette vidéo, se sentir bien dans sa peau, c'est aussi important sur le lieu de travail. L'identité de genre, l'expression de genre, le sexe biologique et l'attirance sont des concepts différents qui n'ont pas de lien entre eux. Le respect pour l'identité de chacun, chacune, est ce qu'il y a de plus important. Soyez activement un allié, une alliée, et engagez-vous contre tout comportement blessant. Vous pouvez faire la différence, même simplement par de petits gestes. Merci de votre attention. Pour rappel, toute demande de formation peut se faire en contactant inclusion@opfosan.be.